Donc là, en fait, on active ça parce qu'on va voir Hyper-V. Et Hyper-V, du coup, comme c'est de la virtualisation à l'intérieur d'une machine virtuelle, il lui faut activer ces options-là. Donc, on va dans les settings de la machine, on va dans processeur, et vous allez cocher les trois cases. Oui, par contre, il faut éteindre la machine. Oui, ça, c'est un truc qui ne prend pas à chaud. Et vous allez voir, pour modifier un peu, vous allez mettre, comme j'ai mis, un processeur et 6 cœurs. Parce que si vous êtes resté par défaut, vous n'avez que 2 processeurs, 1 cœur. Du coup, là, on a besoin d'un petit peu plus de puissance. Un processeur, 6 cœurs. Ouais, et vous cochez les 3 cases. C'est dans processeur. Ouais. Juste pour avoir un tout petit peu plus de puissance qu'avec 2, ça va être trop court. Avec juste 2 processeurs. En fait, c'est les 3 cases qui permettent de dire comme si comme dans votre BIOS pour faire fonctionner VMware, dans votre BIOS, vous aviez activé 2 cases qui permettaient d'activer les options de virtualisation du processeur. Là, en fait, c'est la même chose, sauf que du coup, on le fait pour le processeur virtuel qui est géré par VMware. Donc le IOMMU, ça gère la mémoire, les échanges de mémoire et tout. Et c'est surtout le principal, c'est surtout le premier, le Intel VT XPT ou AMD VRVI. Ça, c'est les deux principes. Ça, c'est vraiment le principal, mais les autres, c'est des améliorations qui peuvent servir. Donc, une fois que c'est fait, vous allez lancer du coup votre Windows Server. Et je vous montrerai aussi après comment l'activer sur Windows 10, parce que l'Hyper-V est disponible sur Windows 10 Pro, à partir des versions Pro, directement. Là, par contre, on le fera quand même à partir d'une machine virtuelle, parce que en fait, Hyper-V et VMware ne s'entendent pas très bien. Et donc, en général, si vous avez l'Hyper-V qui est activé, VMware va refuser de lancer les machines virtuelles. C'est tous les deux des hyperviseurs. La différence, c'est que l'Hyper-V peut fonctionner aussi bien en tant que hyperviseur de type 2. C'est le cas où on va l'utiliser parce qu'on le met directement dans le système. Mais si vous avez un Windows Server qui est installé directement à la racine du serveur, il fonctionne en tant que hyperviseur de type 1. Il peut fonctionner dans les deux cas. Non, on peut mettre tout. Oui. Il fonctionne après, le principe reste à peu près les mêmes. C'est l'interface qui est un petit peu différente et tout, il y a des gestions qui sont un petit peu différentes, mais ça reste un hyperviseur. Donc après l'hyperviseur, on peut mettre ce qu'on veut. Donc du coup, c'est pour ça que là, je ne vous le fais pas mettre directement à partir de la machine physique, l'Hyper-V, parce que sinon le VMware va plus marcher. Donc, pour simplifier les choses, on le fera à partir de là. Donc là, après, vous lancez du coup votre Windows Server. Oui. Alors, si jamais vous avez un message d'erreur, ça peut arriver des fois, cochez que la première case des trois. La dernière fois, effectivement, il y avait eu certaines personnes qui avaient eu le cas quand on avait fait avec le Proxmox. Donc, dans ce cas-là, cochez que la première des 3 cases dans le CPU. Normalement, ça devrait marcher.
Oui, mais je sais pas pourquoi il y a des options, des fois, elles passent pas. Donc là, je disais, il faut prendre un Windows Server que vous avez probablement peut-être déjà installé dans vos machines virtuelles. Dans tes machines virtuelles, tu as un Windows Server ou pas? D'accord. Dans le SX, oui, mais non, ça va être trop lourd. Ouais, non, ça va être trop lourd sinon. Non, non, de toute façon, ça s'installe rapidement. Et du coup, bah, vérifiez que normalement aussi, vous avez un Windows 10 en virtuel à côté aussi. Oui, ouais. C'est juste pour vérifier. Pareil, il faudra, sur cette machine Windows 10, il faudra aussi activer les options de virtualisation. Ça ne sera pas forcément obligé de changer les processeurs et tout, puisque sur le Windows 10, on ne va pas installer de machine directement, mais je vais vous montrer qu'on peut l'activer. Euh, prends, prends l'autre version. Tu avais réinstallé une version avec le bureau, normalement. Non, ça c'était l'ancienne version. Donc là, du coup, maintenant, je vais montrer à partir du Windows Server comment on peut installer l'Hyper-V. Ça n'a rien de compliqué par rapport à des choses qu'on a déjà vues. Donc, on va dans gestionnaire de serveur. Ajouter rôle fonctionnalité. On installe une fonctionnalité. Comme d'hab, on choisit le serveur, mais là, il n'y en a qu'un, donc c'est pas le problème. Et on va tout simplement cocher Hyper-V. On ajoute les fonctionnalités. Et là, en fait, si jamais vous n'aviez pas activé les options de virtualisation, il vous aurait jeté. Il vous aurait dit cette machine ne répond pas aux exigences. Hein? Et, ouais. Donc c'est qu'a priori, t'as pas coché la case, ou il l'a pas bien pris en compte. Oui, vas-y, dis. Donc ouais, revérifie. C'était pas coché. Bon, je sais pas pourquoi il a pas pris. Bon. Donc, voilà. De toute façon, il vous le dit directement. Si c'est pas possible, si vous voyez que c'est en gris ou qu'il vous fait le message d'erreur, c'est qu'il faut aller revérifier les options de virtualisation. Donc une fois que c'est fait, on fait suivant. On laisse les options qui sont cochées, on touche à rien. Donc là, il demande quelle carte réseau on veut utiliser pour gérer sur lesquelles il va faire passer les adaptateurs virtuels, c'est-à-dire les cartes virtuelles passeront par cette carte réseau en liaison. Donc bon, ici, normalement, vous avez qu'une carte réseau. Donc vous cochez la seule qui est. Mais sur un vrai serveur et tout, il peut y avoir plusieurs cartes réseau ou plusieurs ports réseau. Donc il faut indiquer quelle liaison va vers l'Hyper-V. Que tu n'as pas coché quoi, la case? Je sais pas. Ouais, je crois que tu dois pouvoir le faire après, mais de toute façon, tu fais précédent sinon. Ah d'accord, t'as été vraiment vite. Normalement, on peut le cocher. Non, non, normalement, on peut le cocher après. Juste que je retrouve où c'est, mais normalement, on peut le cocher après. Non, le rôle Hyper-V, on l'avait jamais installé. À moins que tu l'aies installé chez toi pour faire des essais. Oui, on avait juste parlé, on avait dit qu'on le verrait par la suite.
Donc là, autoriser à recevoir des migrations dynamiques d'ordinateurs virtuels, c'est par rapport justement à la migration avec la haute disponibilité. Bon, là on peut cocher ou pas cocher, c'est pas grave parce qu'on n'a pas on n'est pas dans un cluster. Mais c'est cette option-là qui dirait si ce serveur-là est autorisé à recevoir des machines d'ailleurs pour les stocker. Donc là, il dit où on veut mettre les disques par défaut. Là, normalement, c'est là qu'on change de disque. Mais bon, après, on peut le rechanger. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon disque. Moi. Bon, c'est pas grave. Je vais le laisser sur C. Je rajouterai et je montrerai comment on peut changer derrière. De quoi? Le disque, bah, si tu l'as déjà ajouté, si vous avez déjà ajouté le disque, à la place de C, là, vous allez mettre sur le disque que vous avez créé. Mais après, c'est les emplacements par défaut. Cette option-là, on peut la changer par la suite une fois qu'on sera dans le gestionnaire d'Hyper-V. Oui, juste les deux. Après, c'est surtout le premier qui compte parce que c'est là qui va prendre de la place. Parce que la première option, c'est les disques durs. Donc les disques durs, c'est ce qui prend le plus de place. Le deuxième emplacement, c'est juste les fichiers de configuration. Donc normalement, il n'y a pas de problème avec. Donc là, changez-le si vous avez déjà un deuxième disque. Moi, je vais le garder parce que je ne l'ai pas encore activé. Fichiers de configuration, change-les éventuellement aussi, mais c'est moins critique, on va dire, au niveau de l'occupation de place que les autres disques. Oui. Mettez quand même un deuxième, un répertoire, juste pour faire propre. Après, si le disque ne servait qu'à des virtualisations, on aurait pu mettre à la racine directement. Mais je te dis, si tu ne l'as pas pour l'instant, c'est pas grave, tu le mettras après, on peut le rechanger après. Là, c'est ce que je vais faire. Ouais, en fait, non, ça, l'emplacement par défaut, c'est à quel endroit il va stocker les disques durs des machines virtuelles. Donc, par défaut, il les stocke dans Documents Hyper-V Virtual Hard Drive. C'est juste que du coup, si tu veux pas que ça occupe le disque système, il faudra déplacer ce répertoire par défaut. Mais ça, on peut le faire une fois dans Hyper-V. Bah justement, à mettre ces disques durs-là. Mais comme toi, tu as déjà passé cette étape-là, d'accord. Donc à ce moment-là, c'est à cet endroit-là que tu mets vers ton deuxième disque à la place. Ouais, les deux. Comme ça, c'est fait. Hein? Là, eux, ils ont mis deux répertoires. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème parce que c'est pas les mêmes types de fichiers, mais vous pouvez mettre. Après, si vraiment vous voulez la méthode, on va dire, entre guillemets, un peu feignante, vous pouvez remplacer directement le C par la nouvelle lettre. Donc là, vous voulez utiliser vraiment les trucs par défaut, c'est juste que vous changez juste la lettre de base. Oui, oui, il va les créer directement. Alors, ensuite, je ne sais pas s'il y a besoin de redémarrer, donc on va cocher la case redémarrer automatiquement. D'accord, oui, donc ça veut dire il a besoin de redémarrer. Donc on fait installer une fois que c'est fait. Donc,
là, si tu as déjà mis ton deuxième disque ou pas? Ou déjà activé, d'accord. Donc, à la limite, soit tu installes tout de suite sur ça, et après tu changeras, ou soit tu actives ton disque et tu changes. Voilà. Là, il est en train de redémarrer parce qu'il a besoin de redémarrer pour finir quelques réglages. Bien sûr, là, je l'ai mis en automatique parce on est en mode de test, mais en mode de production, il aurait fallu attendre le bon moment pour pouvoir installer l'Hyper-V. Donc, dans l'idéal, il aurait fallu l'installer dès le départ, au moment où vous créez le serveur, si vous savez que vous allez avoir besoin de l'Hyper-V. Au moment où vous créez le serveur, qu'il n'y a pas encore personne de connecté dessus, vous l'activez. Et comme ça, au moins, il est disponible par la suite. Voilà. Alors, il finit quelques petites modifications une fois qu'il a redémarré. Voilà. Là, il dit que c'est quand vous avez marqué installation réussie sur le nom du serveur, vous faites fermer. Et donc là, normalement, maintenant, dans la liste, vous avez bien le rôle d'Hyper-V qui est coché. Ouais, là, tu choisis le disque. Ou sinon, tu crées un nouveau dossier, ou sinon, tu remplaces juste la lettre de base qui était le C, là, tu fais annuler. Là, tu remplaces le C par la lettre de ton disque aussi. Ah, ben, on regarde dans ton explorateur. Voilà. Maintenant, vous allez du coup cliquer sur Hyper-V, clic droit et gestionnaire Hyper-V. Non, dans ton explorateur de fichiers directement. Oui. Ce PC. Cliquez sur ce PC là. Ah, non, il n'est pas actif. Non, mais laisse sur C, c'est pas grave, on verra après. Oui. Après, clic droit pour aller sur gestionnaire Hyper-V. Comme vous faites pour la majorité accéder à la majorité des rôles. C'est de la mettre un petit poil plus gros. Bon, je déjà. Donc ensuite, vous retrouvez les différents Hyper-V. Si vous en aviez plusieurs serveurs qui géraient Hyper-V, on pourrait les retrouver ici. Là, on va faire un clic droit. Et tout simplement, de base, là, on va faire ordinateur virtuel. Clic droit, nouveau, ordinateur virtuel. Donc ici, il vous fait un petit rappel sur pourquoi les ordinateurs virtuels, quoi ça peut vous servir de le faire. Donc, cette page-là, il n'y a rien d'important, donc je fais suivant.
On va l'appeler Win10. Donc ici, par défaut, il vous met en grisé ce répertoire d'installation par défaut. Mais si justement on veut le stocker ailleurs qu'à l'endroit par défaut, on peut cliquer ici et changer l'emplacement. Donc par exemple, si vous aviez oublié de changer le répertoire par défaut, là vous pouvez cocher la case et modifier le disque vers lequel vous voulez mettre. J'installe pas mon disque. Oui, j'ai bien un disque. Je vais l'activer. Voilà, du coup, je vais le mettre sur mon disque E à la place. Donc là, il demande sur quel type de génération il va devoir fonctionner. Donc nous, ici, on va être sur de la génération 2 parce qu'on est sur un système récent récent. Par contre, si vous installez par exemple un pfSense ou un TrueNAS et tout, lui, des fois, il ne va pas forcément être en 64 bits. Donc si vous le faites en mode Hyper-V, il faudra plutôt utiliser de la génération 1. Mais ici, là, on va mettre un Windows. Donc on est sur de la génération récente qui gère bien l'UEFI et tout. Si c'est du Debian, d'Ubuntu, des versions récentes, normalement tu peux prendre de la version 2. Il gère l'UEFI et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus pour les choses qui sont en FreeBSD et tout, des fois c'est à tester, mais des fois elles prennent pas forcément ou elles tournent pas forcément en 64 bits. Donc à confirmer après à votre version. Si après la version que vous installez de FreeBSD et tout, c'est bien marqué clairement qu'elle tourne en 64 bits, vous pouvez mettre en génération 2. Mais c'est juste que du coup, il faut regarder un peu plus en détail les choses. Donc ici, mémoire, on va essayer de mettre 2048. Là ensuite, il demande quelle carte réseau on va vouloir utiliser pour cet ordinateur-là. Bonjour. La mémoire dynamique, en fait, ça va permettre d'utiliser de stocker sur le disque dur pour améliorer les performances. Mais là, on va essayer d'éviter. On n'a déjà pas forcément mis beaucoup de disques durs. Du coup, on va le laisser comme ça. Donc ensuite, il demande la carte réseau. Ici, ensuite, il demande pour la création d'un disque virtuel, comme sur VMware. Sur VMware, il demande à chaque fois la taille d'un disque. Ici, ensuite, on peut lui donner le nom. Donc, j'avais bien dit VHD, c'est VHDX, la taille le type des disques durs de Windows. Ici, la taille, je ne sais pas comment il a déterminé les 127 parce que normalement, il n'a pas assez pour le faire. On va le mettre à 50. Normalement, faut que tu dois demander de redémarrer un moment. Ouais, mais là, il n'y a pas marqué redémarrage en attente, non? Hein? Ouais, donc là, tu redémarres. Donc, si vous aviez déjà un disque VHDX que vous vouliez réutiliser, bah, vous feriez utiliser un existant. Et là, il demande où est-ce qu'on veut
il demande du coup l'ISO. Je n'ai pas vérifié si c'est compatible avec un WDS. Le dernier, il faut que je revérifie. Je pense qu'il devrait pouvoir les récupérer à partir d'un WDS. Si on prend le dernier, il faut juste que j'essaye. Mais ça serait pas illogique qu'il puisse aller récupérer les informations d'un WDS. Donc ici, vous mettez l'ISO que vous avez été récupéré. Donc assez classique hein, par rapport à VMware. Donc là, il vous fait un récapitulatif de l'ordinateur. Et on va faire terminer. Donc là, maintenant, on retrouve bien notre ordinateur qu'on a appelé Windows 10. Et donc là, maintenant, on va se connecter dessus. Donc on va faire clic droit, se connecter. Là, il vous dit qu'il est éteint, donc on fait démarrer. Oui, c'est ça, se connecter. Mémoire, pourtant je m'étais pas mis plus de mémoire. Alors attends. Pourtant j'ai mis 4 Go. Ah, j'ai mis que 4 Go, on aurait dû mettre un peu plus. Je sais pas par contre s'il va prendre la mémoire à chaud. Oui, parce que du coup, il y a le serveur qui utilise déjà une quantité de mémoire. Ouais, mais il l'a peut-être pas pris à chaud, donc je vais le redémarrer. Là, j'ai mis 6 Go. Là, j'ai changé la mémoire et j'ai mis 6 Go de RAM dans les settings et je redémarre là pour voir s'il veut bien. Normalement, le Windows ne devrait pas prendre 4 Go de base, donc normalement, avec 6 Go, ça devrait. Ouais. Attends. Tu me dis que tu as un problème avec quoi? La génération? Il te dit quoi? Ça, tu fermes. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il te dit alors, Gobi? Donc, du coup, on va voir les différentes options qu'on va retrouver dans l'Hyper-V. Certaines options qui vont être communes avec le VMware Workstation, mais d'autres qui vont être plus spécifiques parce qu'il peut servir en hyperviseur de type 1 également. Donc pour voir ces options, on va cliquer sur le nom de votre serveur dans Hyper-V. Et en face, vous avez les paramètres Hyper-V. Oh. Je vais mettre un petit peu plus gros. Donc ici, disque dur virtuel, c'est là que vous pouvez justement changer l'emplacement par défaut.
Si justement vous n'aviez pas de disque dur, pas de deuxième disque dur à ce moment-là, ou quoi, et que vous l'avez rajouté par la suite, ici, vous pouvez changer pour mettre par exemple E à la place. Pareil pour le stockage des disques virtuels, vous pouvez mettre E à la place, du moment que c'est un disque qui existe bien réellement. Donc fractionnement NUMA, en fait, bon là, comme on n'a qu'un seul nœud de serveur, c'est pas, il n'y a pas d'utilité, mais le principe du NUMA, en fait, c'est de pouvoir gérer de la mémoire. Ça sert à améliorer la gestion de la mémoire entre les différents nœuds d'un cluster. Donc par exemple, si on active ça, il va pouvoir, un ordinateur, aller chercher de la mémoire sur le nœud où il est installé, plus chercher un complément s'il en a besoin sur un deuxième nœud directement. Il peut utiliser plus de mémoire que le nœud physique sur lequel il est installé. Par exemple, là, on avait notre serveur qui avait 128 Go. On a un deuxième serveur qui a, on va dire, 512 Go. Donc les deux sont associés au sein d'un cluster. Et donc par exemple, ça ici, si on a un hyperviseur, on va dire que là c'est l'hyper-V, ici, que lui il est aussi en hyper-V. Et j'ai une machine, j'ai une VM qui a besoin de 24 Go de RAM. On va dire que c'est une machine qui a besoin d'un peu plus de puissance. Elle a 24 Go de RAM, mais le serveur ici, sa RAM restante, c'est 16 Go. Et donc du coup, si le fractionnement NUMA est activé, cette machine-là va récupérer, donc, si je ne me trompe pas, 8 gigaoctets sur le deuxième nœud pour pouvoir continuer à fonctionner avec ces 24 Go. En fait, du coup, les différentes machines, si c'est activé, vont pouvoir aller chercher sur un autre nœud de la mémoire encore disponible pour compléter. Ce n'est pas bloqué sur la mémoire unique du serveur physique. Ils peuvent aller chercher ailleurs. Après, ils disent que potentiellement, ça peut toujours amener des petits ralentissements et tout, une baisse d'optimisation. Mais ça permet quand même d'optimiser du coup l'intégralité du réseau entre plusieurs clusters et entre plusieurs serveurs directement. Même si le serveur principal, on va dire, n'a plus assez de mémoire, on peut avoir un deuxième serveur qui va servir de ressource pour la mémoire supplémentaire. Dans un sens ou dans l'autre. Non. Oui, c'est ça. Là, ici, on va dire que lui, il n'y a rien, il n'y a pas de machine, il y a juste le système hyper-V qui est activé, qui est en cluster avec. Et donc, du coup, lui, il a ses 512 Go de libre. C'est possible, par exemple, qu'il mette sur le deuxième serveur et qu'il prévenu du premier serveur. Oui, après il va équilibrer pour qu'il puisse avoir ses 24 Go de mémoire de fonctionnement. Après, là, on lui met 24 Go, mais si pour l'instant, s'il n'utilise pas les 24 Go, bah, du coup, il va peut-être garder que la mémoire du système principal. Mais au moins, c'est ça, c'est plus ou moins ça fait un peu de la mémoire dynamique, mais du coup, la mémoire dynamique qui n'est pas forcément que sur le serveur physique.
il peut aller chercher sur un autre serveur auquel il est relié. C'est ça le principe du NUMA. Oui. Vas-y. Ouais. Sur celui qui est en rouge, oui, il est 528. C'est ça. Vert, t'en as 512. Bon. Là, tu vas dire pourquoi j'ai pas mis une machine sur celui de 512, c'est ça? Non, mais parce que là, c'est juste là où oui, un peu... effectivement, bon, j'arrête. Effectivement, prendre 512, bon, c'est vrai qu'à la limite, on va dire, on a 64. Ok. Sur le deuxième, ouais. Je comprends, oui. Voilà, on va dire qu'on a un deuxième serveur à côté. J'aurais pu dire 128 aussi. C'était un exemple. Oui, c'était un exemple pour dire que avec le Duma, les machines peuvent aller rechercher sur un autre nœud du serveur, de la mémoire qui n'est pas physiquement sur la machine où elle est stockée. Là, tu as deux machines physiques. Ouais. Je pense, mais après, ça, c'est au niveau de. Là, tu es plus au niveau du data center lui-même, vraiment, quand tu commences déjà à avoir un truc assez gros pour utiliser ce truc-là déjà. Parce que là, ça veut dire que tu as déjà suffisamment de machines pour bouffer les 128 et devoir éventuellement emprunter à côté. Oui. 32 threads. Ça, c'est le nombre de processeurs disponibles. Thread. T-H-R-E-A-D-S. C'est les fils de calcul disponibles par le processeur. Donc ensuite, on a le mode migration dynamique. Ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ça va correspondre en fait à si on autorise ce nœud-là à être utilisable pour stocker des machines, notamment dans le cadre de la haute disponibilité. C'est-à-dire que la haute disponibilité, en cas de problème ou quoi, va migrer des machines sur ce serveur-là. Et comme ça, elles seront toujours disponibles. Mais on peut très bien dire qu'on veut pas que certains serveurs, on ne veut pas qu'ils servent pour la migration. Parce que c'est un système, on a 3 serveurs, on va dire, qui sont reliés ensemble, mais il y a un serveur qui a des opérations plus critiques et tout, où on a besoin d'avoir plus de mémoire, on veut pas qu'il y ait de transfert spécifique à part les opérations de son programme en lui-même. Dans ce cas-là, sur ce serveur-là, on va bloquer la migration. Et on peut régler aussi à partir d'ici combien de migrations peuvent se dérouler simultanément. À votre avis, pourquoi on pourrait limiter le nombre de migrations simultanées? Le réseau et surtout le disque dur aussi de la machine sur laquelle vous envoyez. Parce que autant le réseau, lui, peut aller très vite, puisque si vous êtes un réseau à 1 giga, à 1000 gigas, du coup, ou même à plus, parce que si vous êtes des data centers, vous pouvez être à plus que ça. Donc, c'est pas la vitesse du réseau qui va forcément bloquer, c'est plus le disque dur qui peut potentiellement saturer un peu si on envoie trop d'informations de disque. Sa vitesse peut être saturée, donc si il continue à répondre à des requêtes pendant ce temps-là d'autres éléments, ça peut bloquer ou ça peut diminuer la flexibilité et la souplesse du serveur de temps de réponse. Ça dépend après sur quel type de serveur vous envoyez et qu'est-ce qui tourne en même temps. Et voilà. Donc là, c'est pour migrer directement les machines. Par contre, il y a une autre subtilité et un peu qu'on retrouvait avec
les migrations de SX, c'est que là, en fait, quand on fait les migrations simultanées, on transfère et la machine et le stockage de la machine. Ce qui correspond sur le SX à déplacer et le stockage et la ressource de calcul. Et sauf que ici, on retrouve ça, c'est l'équivalent de modifier et le stockage et le calcul. Et ici, on a migration du stockage. Là, ça veut dire qu'on va déplacer juste le stockage d'une machine à une autre. La ressource de calcul sera toujours sur le même serveur. C'est juste son disque qui va être déplacé dans un autre disque dur, ce qui correspond sur ESX à une autre banque de données, à un autre data store. Oui. Redémarre, je ne suis pas sûr qu'il l'ait pris en compte. Des fois, il faut redémarrer. Quand tu as installé VMware et tu as redémarré. Ah, c'est bizarre. Je vais venir. Voilà. Après, stratégie du mode étendu, c'est pour pouvoir rediriger par exemple des clés USB ou des répertoires partagés vers la machine VM. Et la réplication, en fait, va servir à répliquer un serveur vers un autre endroit pour faire du stockage et de la sauvegarde en même temps. Après, du coup, dans la réplication, on n'est pas obligé de prendre tous les ordinateurs virtuels. On choisit quel ordinateur on veut sauvegarder. Si dans le serveur, on a fait des machines qui sont plus des machines de test et tout, et qu'il n'y a pas besoin, elles ne sont pas critiques, c'est juste pour du test, il n'y a pas besoin forcément de prendre de la place et d'occuper de la place sur un serveur de stockage pour la réplication et la sauvegarde. Mais par contre, il y a d'autres machines, c'est des machines qui sont dans le même serveur en production. Elles, par contre, on va dire qu'on va les répliquer vers un autre serveur pour la sécurité. Donc là, on est vraiment dans des opérations de sauvegarde quand on parle de réplication. On réplique le contenu du serveur vers un autre emplacement, mais qui n'est pas forcément un emplacement de calcul. Cet emplacement ne va pas pouvoir forcément exécuter les machines. Lui, il va vraiment être là pour stocker le contenu des machines. Après, bon, ça c'est comment utiliser les combinaisons de touches. Bon, ça c'est comme le VMware. Voilà, c'est surtout ces options-là, là, bien les comprendre si jamais on vous demande à un moment de travailler sur de l'Hyper-V. Je sais pas si ça sera avant le stage, mais j'essaierai de refaire un exercice qui mettra de l'ESX et de l'Hyper-V pour refaire un test plus précis, plus parlant. Mais je suis pas sûr avec l'Hyper-V si j'ai le temps de le faire avant le stage ou pas. Voilà. Donc là, on valide. Donc oui, là, il n'a pas aimé parce que je demande la migration, mais je ne vais pas donner de serveur vers lequel envoyer. Et pareil, la réplication, je ne vais pas donner les informations. Donc, après, ce qui va nous intéresser un petit peu, ça va être le gestionnaire de commutateurs virtuels. Parce que là, ça va correspondre en fait plus ou moins aux différents réseaux sous VMware. C'est-à-dire, c'est juste que les noms sont un petit peu différents. Ici, on a le premier qui est par défaut, qui est les commutateurs externes. Il dit que ça lie la carte physique à ce que les ordinateurs virtuels puissent accéder à un réseau physique. Comment est-ce que vous comprendriez cette phrase-là?
Effectivement, c'est ça. Là, quand on est en mode de commutateur externe sous Hyper-V, ça correspond au mode bridge de VMware. Donc, par exemple, là, si j'essaie d'en faire un, après, on choisit la carte réseau qu'on veut utiliser. Après, des fois, il y en a certains de vous qui ont eu peut-être des problèmes mais qui n'ont pas vu la carte réseau quand ils ont voulu installer la machine. Je crois que c'est arrivé à certains. Donc dans ces cas-là, il faut aller voir justement le commutateur et bien cocher, autoriser le système d'exploitation à partager la carte réseau. Si ce n'est pas coché, la carte réseau ne pourra pas être partagée entre plusieurs machines. Donc si vous voyez qu'ici, réseau externe, il ne vous propose pas de carte, c'est qu'il faut cocher la case avant. Donc ça, c'est le premier, c'est le virtuel, l'externe. Ensuite, on a l'interne. Donc là, il dit que quand on est comme ça, on aura ne peut être que pardon, on n'aura pas d'accès au réseau, mais qu'il y aura quelques connexions possibles entre l'ordinateur virtuel et l'ordinateur physique. Là, comme ça, à votre avis, ça correspondra plutôt à quoi, même si c'est pas exactement là par contre comme VMware. C'est entre le host only et le NAT. C'est-à-dire que, contrairement au NAT, les machines n'auront pas accès à Internet, mais par contre, pour les applications locales, notamment par exemple le RDP pour la prise en main à distance, la machine physique aura accès à la machine virtuelle. C'est-à-dire que si j'utilise la connexion bureau à distance de la machine physique vers la machine virtuelle, j'aurai accès à la machine virtuelle. Même si c'est sur un autre réseau, il va faire la liaison. Mais par contre, il va faire la liaison que de certains éléments. Il va pas, par exemple, l'Internet et tout, il ne va pas le faire communiquer avec la machine virtuelle. Elle n'aura pas de réseau externe par défaut. Donc c'est pour ça que j'y connais plus sur de Sony avec un petit peu de NAT. Mais ça ne nous donne pas de connexion à un réseau, c'est isolé. On reste isolé quand même majoritairement de la machine physique. Et les connexions se font que dans un sens. Ça peut faire que de la connexion physique, de l'ordinateur physique vers l'ordinateur virtuel. Pas de l'autre côté. Et ensuite, on a privé. Là, c'est directement le host only, complètement séparé. Et on n'a pas accès, par exemple, via le bureau à distance, on n'a pas accès à la machine virtuelle. C'est vraiment des éléments qui sont vraiment séparés les uns des autres à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je voulais le refaire, parce que c'est un petit peu différent du coup. Parce qu'il n'y a pas de gestion d'adresse de serveur et tout comme on a dans l'éditeur de réseau de VMware. Là, ça va dépendre des opérations et des adresses que vous mettez dans chacun des réseaux privés ou internes. L'externe, lui, va se baser sur le DHCP que de la machine physique, puisqu'elle est sur le même réseau. Ouais, c'est ça. Ou sur l'app, puisque tu es en virtuel, ça va être le DHCP de VMware, par exemple. Ou de ton serveur, si ton serveur qui gère Hyper-V est aussi DHCP, il utilisera celui-là pour récupérer. Mais du coup, l'interne et le privé, eux, n'y auront pas accès à ce DHCP. Par exemple, si on veut relier avec l'extérieur, il faudra effectivement mettre un routeur type PF7. Effectivement. Parce que c'est des réseaux de base isolés. Et du coup, après, les adresses, ici, on n'a pas de gestion d'adresse directement
comme les VMnet qu'on peut créer sous VMware. Ici, ça va dépendre des adresses que vous allez donner dans le réseau privé ou interne directement. Du coup, c'est plus à votre libre arbitre de voir ce que vous décidez de créer. Donc voilà, c'est les quelques options du coup qui sont un peu différentes à gérer avec l'Hyper-V, mais rien n'empêche d'utiliser Hyper-V pour faire des machines à la place de VMware. C'est juste que du coup, il n'y a pas l'option du coup de réseau et donc il faut plus passer par un routeur si on veut faire des connexions entre les différents éléments. Ça se gère un peu différemment. Oui, oui. Ça ici, c'est pour dire, parce que du coup, il va adresser des cartes virtuelles, et donc c'est pour lui dire sur quelle plage d'adresse MAC il va affecter en fait. C'est son pool d'adresse MAC en fait, si tu préfères. Oui, oui, parce que du coup, une carte réseau a forcément une adresse MAC, y compris les cartes qu'on va créer, les commutateurs et tout, vont créer du coup des cartes dans les machines. Donc il faut qu'il lui attribue une adresse MAC. Donc là, on peut décider d'un pool. Mais par exemple, on voit que là, on a de 0,0 à FF. Bon, ça nous laisse quand même pas mal de marge. Mais si jamais on était pour nos autres ou quoi trop court, on remodifie un peu le maximum pour adapter. Non, en fait, sous VMware, tu peux forcer une adresse MAC. Mais par défaut, il le fait, il en attribue automatiquement, il a son pool interne qui sait gérer. Mais si tu as besoin, tu peux forcer dans VMware une adresse MAC pour une carte réseau, par contre. C'est le contraire. Mais lui, il a déjà son pool, il les génère déjà automatiquement, les adresses. Voilà, c'est les petits éléments. Après, ça, c'est on en discutera. J'ai pas fait le point. Ça, c'est le stockage SAN, c'est-à-dire c'est un peu le même principe du NAS, mais avancé qui gère d'autres protocoles que l'Ethernet, qui va gérer le fibre channel, c'est-à-dire des bandes passantes très rapides, pour relier directement les serveurs à un périphérique de stockage, un serveur de stockage qui est dédié uniquement à ça. Et dans ce cas-là, on va brancher le câble fibre channel directement entre les deux pour obtenir un maximum de vitesse. Après, ça c'est pour modifier des disques, pour choisir où on veut stocker. Mais là, on va pas faire de changement. Inspecter le disque, c'est pour voir s'il n'y a pas de problème avec un disque virtuel. Non, celui-là. Voilà, c'était surtout ça les options, faire le détail, on essaiera de les exploiter après, mais par défaut, vous avez plutôt exploité déjà le fait de les créer. Et donc le fait de les créer, il faut surtout savoir la gestion des commutateurs, comment lequel correspond à quoi. Je la loupe. Et donc là, du coup, pendant ce temps-là, mon Windows a continué. Et donc là, du coup, s'il a fini, vous pouvez l'exploiter, du coup, votre Windows, comme si vous exploitiez une machine sur VMware. Donc, juste pour aller jusqu'au bout, pour montrer que ça a bien été jusqu'au bout.
un mot de passe. Bon, maintenant, de toute façon, t'as rien à importer. J'attends que je finisse ça, lancez votre machine Windows 10. Vous avez activé les options de virtualisation. Là, du coup, je vais vous montrer comment l'activer via Windows 10. Voilà, là, il est en train de se terminer. Donc là, on va juste le temps de voir. Normalement, là, c'est pour ceux, si vous ce terminé, normalement, l'adresse IP devrait être sur le même réseau que la machine, que le serveur physique, puisqu'on a laissé en externe. Donc voilà, j'ai mon Windows ici. Juste finir. Bon, après, c'est pas forcément toujours le plus réactif, parce que du coup, on n'a mis que 2 Go de RAM. On aurait mis un peu plus, ça n'aurait pas forcément fait de mal. Ouais. Ah, non, là, quand tu lances la machine Hyper-V, c'est ça? Donc là, c'est dans la machine VM. T'as mis combien dans ta machine Hyper-V? Tu lui as mis combien? Ouais. Mais je crois qu'au début, tu avais mis 6000, c'est ça? Et t'as redémarré depuis ou pas? Redémarrer le serveur complètement. Parce que je crois il doit se bloquer un truc quelque part et du coup après il faut le rafraîchir pour que. Voilà. Et donc là, si je fais CMD, ipconfig, je suis bien dans le réseau 10. Donc il a bien récupéré l'adresse qui est donnée par du coup VMware. Parce que j'avais pas créé d'autres serveurs pendant ce temps-là. Et donc du coup, bah là, elle est opérationnelle, comme elle est sur le même truc, on voit que j'ai internet et tout. Là, je vais l'arrêter normalement. Et après, on peut voir depuis combien de temps les machines tournaient. Donc là, ça faisait 28 minutes qu'elle était relancée.
Voilà. Donc là, c'était pour l'activer au niveau d'un serveur. Maintenant, comme je vous disais, l'Hyper-V est disponible à partir de Windows 10 ou 11 même, directement. Mais il faut pour ça un Windows 10 Pro minimum. Si ce n'est pas de la version Pro que vous avez comme Windows, vous ne pourrez pas utiliser l'Hyper-V. Donc maintenant, oui, vas-y, dis. Euh, c'est possible que l'éducation soit basée sur le Pro. J'avoue que je l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas confirmer à 100%. Ça dépend si elle est basée plus proche. Ouais. Ouais, je pense qu'elle elle doit être basée sur la version Pro plutôt. C'est possible. Comme c'est l'éducation, c'est pour montrer des fois un peu tout, donc c'est pas précisé le niveau d'éducation, donc c'est fait pour utiliser un peu tout, probablement. Donc ici, dans Windows 10, on va taper fonctionnalité. Pour trouver le paramètre qui s'appelle activer. Ah non, je suis pas dans le bon. Pardon. Hop. Fonctionnalité pour trouver activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Ça, en fait, dans ce menu-là, on va trouver des options que Windows sait gérer, mais qui ne sont pas activées par défaut. Oui, à partir de Windows 10. Donc, normalement, vous êtes censé arriver sur cette fenêtre-là, si vous choisissez le bon. Et donc, toutes ces options qui ne sont pas cochées, c'est des options potentiellement qu'on peut activer de Windows pour certains cas. Donc là, pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est le Hyper-V. Vous allez trouver la fonctionnalité Hyper-V. Et pareil, si vous déployez, si vous voyez que plateforme Hyper-V c'est en grisé, ça veut dire que vous n'avez pas activé les fonctions de virtualisation de la machine. Donc après, vous cochez ça. Après, par exemple, on vous apprend une autre si jamais vous voulez vraiment plus qu'il y ait Internet Explorer sur la machine, par exemple, vous pouvez désactiver Internet Explorer à partir d'ici. Parce que même s'il y a Edge, Internet Explorer est toujours installé quand même derrière. Même si c'est Edge qui prend la priorité. Et là, par exemple, si vous voulez faire du NFS, mais on y reviendra par la suite, et que vous voulez connecter les fichiers NFS à Windows, il faut activer le service pour NFS. Parce que ce n'est pas activé par défaut sous Windows. Parce que le NFS, normalement, c'est plus du partage entre Linux. Mais Windows peut être capable de le gérer si on installe le service pour NFS. SMB Direct, ça c'est pour Samba, donc ça y est par défaut. Et le sous-système Linux, effectivement, on devait en parler un petit peu à un moment. En fait, ça va vous permettre d'installer un Linux
qui va en mode texte s'exécuter à l'intérieur de Windows. Mais son fonctionnement a des fois il y a des commandes qui sont un peu différentes ou qui sont pas ou qui peuvent ne pas être bien reconnues. Donc à partir du Windows 10, c'est pas forcément le plus simple à utiliser. Sous Windows 11, il y a une nouvelle version qui est bien reconnue et tout, qui est plus simple à utiliser. Mais bon, après, c'est des fois pour des cas un peu spécifiques. Et pour ces cas-là, on va plutôt utiliser, des fois, comme on verra par la suite, maintenant, on va tendance à utiliser plutôt à la limite des conteneurs via Docker pour si on veut juste lancer certains types d'applications Linux ou installer un serveur GLPI par exemple. On va pouvoir le faire éventuellement avec un conteneur qu'avec ici. Et donc là, bah, quand c'est fini, vous faites OK. Bon, là, il ne me le propose pas parce que je l'avais déjà fait. Mais vous, normalement, il va vous demander, vous allez avoir une fenêtre pour vous dire qu'il va télécharger des fichiers. Télécharger et installer des fichiers. Et normalement, il devrait vous demander de redémarrer une fois que les fichiers sont installés. Enfin, des fois, à moins il avait déjà des bases et qu'il n'y ait pas besoin, mais il me semble que moi, il avait demandé de redémarrer. Et une fois que vous avez redémarré pour vérifier que c'est installé, vous tapez hyper et il devrait vous afficher le gestionnaire Hyper-V. Et donc là, on va se retrouver sur la même interface que pour sous Windows. Il y a juste une petite différence qui n'est pas dans l'autre. C'est qu'ici, sur le côté, il y a un petit bouton qui s'appelle Création rapide. Ça, c'est un élément qui n'y est pas dans la version serveur. Si vous le lancez et que vous êtes connecté à Internet, il devrait vous proposer des systèmes, une liste de systèmes préconfigurés qu'on va pouvoir installer. Normalement, il aurait dû. Pourquoi je suis pas. Oui, non, en fait, je suis pas connecté à Internet, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il veut pas. Donc, on va réessayer. En ayant Internet. Qu'est-ce qu'il me dit du coup? C'est sur l'autre serveur où j'avais Internet. Voilà, là, normalement, j'ai Internet. Donc, je reviens à la création rapide. S'il ne me contredit pas. Voilà. Ici, vous avez une base de Windows, mais qui est faite spécialement pour faire des tests et pour préparer des éléments. Mais vous voyez qu'il vous propose directement d'installer Ubuntu dans les versions rapides à partir de Windows 10. Mais il vous propose même plusieurs versions. Il n'y a pas la toute dernière, mais il y a quand même des versions assez récentes.
Après, bah, du coup, il suffit de créer un ordinateur virtuel. Et là, il va récupérer directement l'ISO. Et ensuite, il va nous proposer du coup d'installer la machine. Et ça, par contre, effectivement, c'est pas disponible à partir du serveur. À partir du serveur, ils se disent que les personnes ils savent ce qu'ils veulent installer et tout, donc ils ne proposent pas de création rapide comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'on peut installer à partir d'une ISO directement à partir de cet Hyper-V là aussi. Hein. Ça change rien. Ça change rien.